prise en supprimant ce socle que doit être le Code du travail. Et d'ailleurs, je dis entre parenthèses, ce n'est pas votre parti politique, c'est le PS, mais qui avait dit dans sa motion qui avait recueilli, je dirais, un vote large à son congrès. Alors, je ne suis pas au PS non. La motion qu'on va mais on ferait ça dans la CGT. Je pense que le type qui tient pas 15 jours comme secrétaire général, il se fait virer avec perte et fracas, parce que là, il y a un problème de démocratie grave. Qu'est-ce qui était inscrit dans cette motion? Qu'il fallait à tout prix rétablir, parce qu'il y a déjà eu des attaques, notamment avec le pacte de responsabilité, sur le fait qu'il fallait à tout prix rétablir ce socle et la hiérarchie des normes telle qu'elle avait été conquise en 1936. Voilà. Donc ça, je pense que vous avez pu toucher du doigt vraiment quel soit l'état d'esprit d'un certain nombre d'employeurs dans ce pays. Et donc on a vraiment besoin d'un code du travail qui soit protecteur, et tout ce qui peut se faire au-delà de ce code du travail, ça ne puisse être que pour améliorer les conditions de vie et de travail des salariés. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose qu'on voulait vous dire, c'est suite à l'entretien que nous avons eu ensemble devant votre permanence avec M. Glavani. Alors, vous n'avez pas tenu tout à fait les mêmes propos, M. Glavani et vous. Ça, c'est votre affaire. Mais de ce qu'on a compris, c'est que le projet de loi en l'état, tel qu'il existait au moment où on s'est rencontrés, ne vous convenait pas, ni à vous, ni à M. Glavani. Et vous nous avez dit... Pourquoi ? C'était pas sur l'article 2. Et vous nous avez dit... C'était sur le périmètre de l'analyse de la situation des entreprises. On va en reparler si vous voulez. Qu'elles soient au niveau européen. On avait des amendements européens, et puis finalement l'amendement de Cyril que la RO. En gros, ça sera sur le plan. On vous a démontré les 5 points. C'est ça. Et sur l'article 2, sur la hiérarchie, l'inversion de la hiérarchie. Le principe de faveur. De la hiérarchie. Non, mais le principe je vous ai dit que ce que vous disiez, je ne partageais pas votre point de vue parce que ça ne portait que sur l'organisation du travail. Voilà. Et ce que j'ai su après, mais je vous laisse continuer. Je vous dirai après j'ai su l'amendement Cyril que vous avez qu'ils ont refusé, mais pas vous, mais que les frondeurs ont refusé. Mais j'aime bien justement ça. Pardon, il dit les frondeurs, mais moi, si vous permettez, je peux dire quelque chose sur l'article 2. On en reparlera, mais oui, parce que c'est donc ça. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à ce moment-là, ce projet de loi n'était pas acceptable. Et même M. Glavani a dit qu'en l'état, il n'était pas acceptable, mais qu'il faisait pleinement confiance au travail parlementaire. Et on lui a dit, oui, mais s'il reste néanmoins l'état, est-ce que vous allez voter contre? Vous avez dit que vous suivrez, quoi qu'il arrive, la position de votre groupe parlementaire. Et j'ai dit que je ne demandais pas le retrait. Oui, mais ça, on avait compris. Et nous, on était venus vous demander ça. Et vous étiez venus demander le retrait. Et M. Glavani nous a dit, je ne raisonne pas en ayant perdu d'avance, je raisonne en disant que le travail parlementaire, je suis dans un état d'esprit positif, donc le travail parlementaire va tomber, et on va sortir avec un grand projet de loi de gauche. Et on s'était quitté comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On a M. Valls, qui n'avait pas entendu que le travail parlementaire se fasse, donc ce serait intéressant d'avoir votre position, puisque nous, on est scandalisés par l'utilisation du 49.3, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le projet de loi, non seulement il a été passé à l'État, mais en plus il a été aggravé sur certains aspects. Notamment, il y a des dispositions, alors je ne sais pas si elle devait intégrer ce projet de loi ou si elle devait intégrer un autre, mais notamment le durcissement sur la surtaxation des CDD, sur lequel il y a eu un retour en arrière. Il y a pas dans les amendements. Mais non, justement. Le projet de loi, tel qu'il est à la sortie du 49.3, il est pire que celui pour lequel déjà vous estimez... Il n'y a pas la surtaxation des CDD dans les amendements. Ça a été enlevé par le gouvernement. Ça a été enlevé. Oui, mais c'est ça, voilà. Ça a été enlevé. Dans le projet de loi, il est pire que ce qu'il était lorsqu'on en a débattu ensemble et pour lequel vous étiez dans une posture de dire tel qu'il est, il n'est pas bon et on fait pleinement confiance au travail parlementaire. N'anticipez pas, en gros, c'était le message, n'anticipez pas le travail parlementaire qui va être fait. À la sortie, il va y avoir des bougées. Le constat qu'on fait aujourd'hui, on a un gouvernement qui a dégainé le 49.3, on a un travail maintenant au Sénat, on sait ce qu'il advient, puisque c'est la droite qui est majoritaire. Et donc, ce qu'on voulait vous dire, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que ce qui se profile, c'est que M. Valls, droit dans ses bottes, qui a une position scandaleuse, et y compris les propos qu'il tient devant la presse, y compris à l'encontre du mouvement, ça nous a profondément scandalisés. Y compris par rapport à la manifestation qu'il y a eu avant-hier. Donc, on pressent très bien, on sait ce que M. Valls va faire. Il va rester droit dans ses bottes, et il va repasser, il est prêt à repasser avec un 49.3 en troisième lecture.
Et nous, ce qu'on vient de vous demander, si vous voulez être cohérent jusqu'au bout par rapport à ce que vous nous avez dit l'autre fois, si ce projet de loi ne vous convient pas, qu'est-ce que vous allez faire? Mais aujourd'hui, moi, je bien. C'est là le problème. C'est là alors où là, on je est comprends pas. pas. Et si je vous ai dit pourquoi il ne me convenait pas, je vous ai donné le point. Moi, mon sujet, ce n'était pas l'article 2. Oui. Moi, je conteste votre analyse sur l'inversion des noms, je la conteste. Je n'ai pas votre point de vue là-dessus. Non, mais je l'ai dit, l'autre. On peut reprendre la vidéo. Et vous non, mais ça, par contre, il y avait des amendements, effectivement, que nous devions. Et là où j'étais ferme, c'était par rapport au périmètre de l'analyse sur les licenciements. Et ça, effectivement, pour moi, c'était votre seul amendement. Il y avait celui-là, et j'en avais un autre, parce que là, maintenant, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y avait d'autres, puisqu'en fait, dans les amendements qu'il y a eu, parce qu'il y a eu ce... Après, je reviens au 49.3. Non, mais avant le 49.3, moi, je voudrais vous parler de l'article 2. Parce que... Mais vous n'allez pas me convaincre, mais vous pouvez m'en parler. Et je vous écoute. Mais écoutez, moi, je pense que la parole et le débat, ça permet à des moments de faire évoluer les situations. Voilà, moi, je ne suis pas là en mission vis-à-vis de Madame Dubié. Ce que je veux vous dire par rapport à l'article 2, j'ai entendu ce que vous dites. Mais aujourd'hui, sur cet article 2, il y a la CGT qui est contre. Vous avez compris. Sur beaucoup de dispositions de la loi, mais puisqu'on parle de l'article 2, sur l'article 2, la CGT est contre. Et faux et contre. Pour les questions, voilà. Et faux et contre. FSU est contre. Solidaire est contre. Est venu s'ajouter à ça la CGC, par la voix de son nouveau secrétaire général, a dit qu'il était contre. Et qu'il considérait que c'était un élément, je dirais un casus belli, et que cet article 2 ne pouvait pas rester en l'état. La CGC est contre. Je vais en rajouter, puisque j'ai entendu les discours qui avaient été tenus l'autre jour sur la question des petites et moyennes entreprises, et notamment des très petites entreprises. Que dit l'UPA? L'UPA est contre. L'UPA considère que les accords de branche lui conviennent tout à fait et que ces éléments de négociation par rapport à leurs salariés doivent se tenir au niveau des accords de branche. Donc l'UPA. Donc petite entreprise, je ne parle pas du MEDEF. Le MEDEF, il a été clair. Il a dit, par la voix de Pierre Gattaz, l'article 2, c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que quand on est arrivé à cette situation de déni de démocratie sur le 49.3, nous avons compris sur quoi portait ce déni de démocratie. C'est que, et d'ailleurs il continue de le dire, Manuel Valls, c'est l'article 2. L'article 2, il considère qu'il doit rester en l'état, en accord avec ce que dit M. Pierre Gattaz. Moi, je vous dis, hormis les organisations syndicales que je vous ai citées, qui de fait font qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'organisation syndicale majoritaire pour soutenir ce projet de loi. Ça, c'est clair maintenant. Mais hormis cela, prenez la Société des avocats de France, toute une série d'universitaires sur la question du droit du travail. Sur ça, Emmanuel Todd, je ne crois pas que ce soit un cégétiste échevelé ou tout ce qu'on voudra, il dit un certain nombre de choses sur ce projet de loi et notamment sur cet article 2. Donc je veux dire qu'il y a aujourd'hui énormément d'arguments pour dire que cet article 2 est dangereux. Mais moi je vous le redis pourquoi il est dangereux. C'est qu'aujourd'hui, dans un pays avec 6 millions de chômeurs, avec un rapport de force qui est celui qui est dans beaucoup d'entreprises, et même dans des grandes entreprises, laisser cet article 2 en l'état, c'est conduire, je vous le dis très clairement, à une remise en cause et de la durée légale du travail, ouvrir la porte à des semaines. Mais si, madame. Mais si, madame. Parce que ça, c'est le... Mais j'ai lu l'article. Mais moi aussi, je l'ai relu. Et puis, si vous voulez, on fait une explication de texte ensemble. On prend rendez-vous et on le reprend. Vous savez, madame. Moi, quand vous me dites, dans le code du travail, les heures supplémentaires, elles seront payées à 10% à cause de l'article 2. C'est faux et archi faux. Dans le code du travail, les heures supplémentaires, elles resteront à 25%. D'abord, je n'ai pas dit. D'abord, madame Dubié. Madame Dubié, ne vous énervez pas. Et on va se faire une lecture ensemble de l'article 2. Madame Dubié, je veux ça. Je continue. Vous pouvez vouloir tout ce que l'accord vous voulez. d'entreprise, je suis en train il de peut vous être dire soumis aux que personnes. vous vous C'est un trompez. accord à 50% et pas à 30% comme aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que le Code du travail, je n'ai jamais dit que le Code du travail permettait d'avoir des heures supplémentaires à 10% dans l'état actuel. Le Code du travail... Et l'article de texte, si vous me laissez parler, je vous dirai à la fin. Oui, ça c'est votre jeu, mais d'accord. Non, je vous laisse parler. Mais vous aussi, vous devriez me laisser parler. Non, je ne joue pas, j'en suis à mon 12e jour de grève, je ne jouerai à rien. J'ai perdu 12 jours de salaire. Donc voilà, moi je ne joue pas. Comprenez? Le 14, j'étais dans la manifestation, j'étais en grève. J'ai perdu une journée de salaire.
Le 12 mai, j'étais en grève, j'ai perdu une journée de salaire. Le 19 mai, j'en ai perdu une autre. Le 31 mars, j'en ai perdu. Le 9 mars, j'en ai perdu. Le 2 juin, j'en ai perdu. Le 9 juin, j'en ai perdu aussi. Donc moi, je ne m'amuse pas, parce que j'ai également une famille. Ma femme a fait pareil. Hein, je vous le dis comme ça, on est clair. Donc c'est pas du jeu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Code du travail, je suis d'accord avec vous, prévoit 25% pour les 8 premières heures et 50% pour le reste. Mais le danger de cet article 2, c'est qu'il prévoit que l'accord d'entreprise prévale sur l'accord de branche et sur le Code du travail à partir du moment où il y a un accord d'entreprise. Et quand M. Valls et tous ceux qui votent et qui soutiennent cet article 2... Attends. Et quand M. Valls et tous les autres disent « Oui, mais il y aura un accord d'entreprise majoritaire dans l'entreprise qui permettra... » Mais dans quel monde vivent-ils? Dans quel monde vivent... Attendez, dans quel monde vivent des gens qui pensent aujourd'hui qu'un accord d'entreprise, c'est la démocratie dans l'entreprise? Aujourd'hui, la démocratie n'est pas dans l'entreprise. Elle n'y est pas. Le Code du travail, c'est un filet de sécurité pour les salariés. Et dans un contexte avec 6 millions de chômeurs, je vous le dis très clairement, et vous le savez, le patron, le chef d'entreprise, va imposer son point de vue. Et je veux vous dire autre chose, c'est que pourquoi l'UPA est contre? Et pourquoi ils disent les accords de branche, c'est ça qu'on veut. Parce que si vous mettez l'accord d'entreprise, vous pouvez jouer sur le niveau de paiement des heures supplémentaires. Vous créez du dumping social, et c'est l'UPA lui-même qui le dit, du dumping social dans la branche. Parce que ça veut dire que si ici il y a une entreprise de la métallurgie, et là-bas il y en a une autre, et qu'en fonction des discussions qui seront menées par le chef d'entreprise, y compris par un donneur d'ordre s'ils sont sous-traitants, on impose là-bas des heures sup à 10% qui vont permettre d'être sans doute plus compétitifs vis-à-vis du marché, et qu'ici on est sur du paiement d'heures supplémentaires à 25 et à 50%, très vite, effectivement, ce chef d'entreprise considère qu'il y a concurrence déloyale, mais elle est déloyale. Parce qu'au sein de la branche, et c'est ça le fondement des heures supplémentaires, des accords de branche et du Code du travail, c'est qu'il ne faut pas de dumping social au sein même de la branche. Voilà, madame. C'est ça que je veux vous dire. Et je pense, alors je ne sais pas si je suis convaincant, mais reprenons, l'article 2, c'est 55 pages, 55 pages dans le projet de loi. Je vous le dis, allez sur le site du syndicat des avocats de France, allez voir ce qu'un certain nombre d'universitaires, et je dirais, des gens, allez sur Mediapart, mais oui, de l'autre côté, mais de l'autre côté, je sais ce qu'ils veulent. Monsieur Gattaz, il est clair. Mais arrêtez de me parler de Monsieur Gattaz. Mais pourquoi je vous en parlerai pas? C'est pas un acteur principal dans ce pays. Parce que vous êtes encore dans un concept de lutte des classes et que moi je ne suis pas. L'UPA, c'est qui? Mais l'UPA, ce sont des artisans. Et pour la plupart, ils ont 1 ou 2 salariés. La CAPEM ne tient pas le même discours. Bien. Donc il faut arrêter avec ça. Non, je n'arrêterai pas. Mais si, parce que le problème après, c'est un problème de représentation et de force syndicale. Quand je vous parle de l'accord de branche, puisque tu es là, est-ce que je peux parler? J'écoute. Quand je commence à parler, est-ce qu'il me laisse parler? Non, mais je vais m'en aller. En fait, vous ne voulez pas me parler. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas un problème. Je vous explique quelque chose, vous ne m'écoutez pas. Je vous parle de l'accord de branche. Donc on peut pas, alors je discuterai avec M. Dousseau. Mais non, je vous écoute. Voilà. Je vous ai questionné sur l'accord de branche et sur le dumping social au sein de la branche qui nous amenait, nous, mais pas seulement nous, y compris les petits patrons, à considérer que cet article 2 était néfaste. Bon. Et ça, quelque part, ça n'a rien à voir avec la lutte des classes. Vous avez une lecture effectivement très pessimiste parce que, bon voilà, vous considérez effectivement que tous les employeurs ne vont pas respecter, qu'il n'y a plus de confiance dans l'entreprise. Moi, au contraire, je pense en effet qu'il faut, à un moment donné, sur certaines petites entreprises, en fonction du carnet de travail, en fonction de la charge de travail, il faut laisser un peu de souplesse. Aujourd'hui, au sein de l'entreprise. Combien d'heures actuellement? Je vais prendre un exemple, mais je n'en fais pas. Je vais prendre un exemple, il vous concerne, et je n'en fais pas une généralité. Je lis tous les journaux, mais je lis aussi l'Expansion. C'était sur le numéro de la semaine dernière, mais je le lis aussi. Il y avait un exemple sur, notamment les accords chez Michelin. Il y avait donc c'est sur Clermont-Ferrand, une unité sur Clermont-Ferrand avec une usine où il y avait un souci, où il y avait des suppressions d'emplois qui s'annonçaient. Et à un moment donné, donc, il y avait un délégué syndical, donc je crois qu'il était FO ou
très abrupt, très campé sur des positions. En même temps, donc, il y avait une menace de fermeture de l'usine, et là, il change le directeur. Le directeur change. Et ces deux êtres se rencontrent, le directeur leur met tous les comptes de l'entreprise sous les yeux, et en disant, voilà, là vous avez tous les comptes de l'entreprise, voilà l'objectif que l'on doit atteindre, il faut en passer par là. Ils ont accepté de faire des efforts au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, ils réembauchent. Voilà. Je pourrais vous fournir cet article, c'était dans l'espace. Alors, expliquez-moi... Pourquoi je dis ça? Je dis qu'à un moment donné, on peut accepter que les accords d'entreprise puissent effectivement... Parce que les accords d'entreprise, ils ne sont pas tout le temps défavorables pour les travailleurs. C'est très intéressant. Ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, cet accord d'entreprise chez Michelin, est-ce qu'il a attendu la loi travail pour être passé? Non. Ah. Non. Mais voilà. Mais ça veut dire qu'il y a eu un accord d'entreprise sans... Ça démontre bien qu'à un moment donné, on peut avoir des négociations. Après, moi, je fais de procès d'intention à personne. Vous savez très bien, quand vous me parlez de l'UPA, du MEDEF, vous savez très bien quels sont, au niveau du patronat, les représentations syndicales, les rapports de force qui s'exercent, comme vous, au niveau des organisations syndicales des salariés, où effectivement, à un moment donné, il y a des rapports de force qui sont... Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, et je ne répondrai pas sur l'UPA. Mais je n'ai pas besoin que vous me répondiez sur l'UPA. L'UPA est assez grande pour avoir une expression qu'elle a donnée très clairement. Et elle a dit très clairement, mais vous n'avez pas répondu sur le dumping social dans les grands. Je n'ai pas compris en quoi l'exemple que vous prenez. Et je ne comprends pas en quoi le fait de pouvoir descendre à 10% de majoration des heures supplémentaires, parce que un accord d'entreprise le permet. Non, ce n'est pas descendre à 10%, ça ne peut pas descendre en dessous de 10%. Et donc après, c'est un accord au niveau de l'entreprise. Voilà. D'accord. Mais ça peut rester avec, mais dans l'accord d'entreprise. C'est une richesse mais pour ça le peut dialogue rester social. en 25. Mais c'est pas une histoire de dialogue social là. Là, c'est de survie de l'emploi au sein de l'entreprise quand effectivement les carnets de commandes sont vides ou quand il y en a moins. C'est ça le sujet. Les carnets de commandes sont vides, il n'y a pas de payer les heures supplémentaires. C'est en matière, c'est permettre au niveau des petites entreprises d'avoir un peu plus de souplesse. Mais ça, vous ne pouvez pas l'entendre. Donc je ne vais pas négocier à vous là. Mais non, mais vous pouvez. Après, mais ne parlez pas à notre place. Moi, non, mais vous dites qu'on ne peut pas l'entendre. Mais, mais je sais bien, ça fait des années. On discute depuis des jours et des jours. Mais pas que vous. J'entends à la télévision. Moi, cet article 2 ne présente pas les dangers. Quelle est aujourd'hui, Madame Dubié, la durée hebdomadaire possible dans ce pays, dans les entreprises? Vous savez, tout comme moi. 48 heures. 48 heures. Non, 48. 48 heures. 44 heures, c'est quand on... Non, 48. Et 44 heures, c'est quand on le fait sur 12 semaines. Oui, c'est ça. J'avais des roulements sur 12 semaines. Voilà. Et donc la loi travail va permettre de passer à 46 heures. Voilà, une souplesse supplémentaire. Ce que je veux vous dire, je ne suis pas vent debout contre l'accord d'entreprise, d'autant plus que je suis une organisation syndicale qui signe 85% des accords d'entreprise auxquels elle est confrontée. La CGT signe 85%. La problématique de l'article 2, moi je suis pour l'accord d'entreprise, mais comme l'ensemble des salariés et des organisations syndicales, l'accord d'entreprise doit améliorer la base minimum de la loi. C'est ça qu'il doit faire. Et ce que permet l'article 2, c'est de retourner ça. C'est de dire un accord d'entreprise va être en dessous de la loi. Donc nous, on considère que ça crée effectivement une inégalité des salariés citoyens. Voilà. Bon. Et voilà, madame. Donc, là, et à partir de là, moi, je vous pose une question, je voulais vous dire. Sur cet article 2, moi, j'espère qu'on vous a convaincu. Est-ce que... Non, mais ne cherchez pas à me convaincre. Est-ce que je vous poser une question sur le débat parlementaire? Oui. Je voulais vous poser une question. Quel type, ou alors vous nous dites que l'article 2, il doit rester en l'état, comme l'a dit M. Valls. Quel type d'amendement vous seriez en mesure, si toutefois on vous laisse l'opportunité de le défendre? Mais sur l'article 2, je vais vous dire. Et je vais vous répondre sur le 49.3. Quel type d'amendement vous défendriez? Il y a eu, sur l'article 2, et je pense que ça se terminera peut-être comme ça, sur l'article 2, il y a eu une proposition du rapporteur, Sirug, de faire que les accords d'entreprise qui soient soumis à l'avis de la... A priori d'abord. Voilà. M. Valls ne veut pas de ça. Mais ah, il l'a dit. Je vous dis que ça, c'est actuellement, ça a été proposé,
ça a été proposé, le gouvernement n'y était pas défavorable. Il se trouve qu'on... Non, il n'était pas défavorable, c'est la partie... Non, il n'était pas défavorable. Et ça ne modifie pas l'article 2. Voilà. Monsieur Valls, il dit depuis toujours qu'il ne bougera pas. Il n'était pas défavorable puisqu'il y a eu un accord. Non mais, à un moment donné, quand il y a eu la décision du 49.3, c'est pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Alors pourquoi je vais expliquer. Pourquoi il y a une décision du 49.3? Parce que le gouvernement... Pourquoi Manuel Valls a dit à plusieurs reprises il est hors de question de toucher à l'article 2. Mais il a dit. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que compte tenu, et ça c'est une question qui vous intéresse au plus haut point, puisque c'est une question qui me semble politique, du climat politique et social actuellement dans ce pays. Il y a une proposition qui a été faite par les organisations syndicales qui, je vous le dis aujourd'hui, sont devenues majoritaires contre. C'est que ce dialogue... Moi, je n'ai pas eu de changement. Je peux aller jusqu'au bout. Est-ce que, compte tenu du climat social, politique qu'il y a dans ce pays, la proposition qui consiste, comme l'a fait d'ailleurs, je parlais au nom de FO, Bailly l'a dit depuis un certain temps déjà, suspendre l'examen parlementaire de cette loi pour permettre le débat ouvert avec les organisations syndicales. Voilà. Moi, est-ce que vous pensez que ça, c'est déraisonnable? On pose la question. Parce que j'ai voté, moi, pour vous, enfin, j'ai voté pour M. Glavani, hein, parce qu'il était dans ma circonscription, mais j'ai voté aujourd'hui pour une majorité, bon, il y a 3 ou 4 ans, une majorité parlementaire, donc il me semble normal que voilà, il y a une proposition qui est sur le terrain, là, qui est sur la table. Est-ce qu'elle vous semble déraisonnable? Moi, je veux savoir ce que pensent mes députés par rapport à cette proposition qui, moi, me semble raisonnable. Alors, je réponds à cette question. Moi, le texte de loi tel qu'il est aujourd'hui, il me convient. Si effectivement il y a une amélioration, où on va consulter la branche après le tout, je voterai. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Si ça peut calmer les gens et faire... Il n'y a pas que l'article 2, mais je vous ai dit que la loi en l'état, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle a été, elle me convient. Voilà, nous on a fait passer nos amendements. Moi j'ai fait passer 4 amendements qui ont été repris par le gouvernement, puisque après le 49.3, ils ont repris 300 amendements de députés. Bon, donc je vous dis, ce texte me convient. S'il peut être amélioré de façon à calmer, je voterai et ça va bien. Sur le 49.3, je réponds sur le 49.3. Sur le 49.3, je vais vous dire que j'ai été choquée qu'on use du 49.3. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, c'est utiliser une arme atomique pour tuer un insecte. Voilà. Le texte, tel qu'il était, ne méritait pas le 49.3. Sauf qu'à un moment donné, le gouvernement ne trouvait pas de majorité en son sein et au sein même du Parti Socialiste. Il aurait dû en tirer les conclusions. Et au sein même du Parti Socialiste. Oui. Et ce 49.3, il est venu effectivement permettre de passer un texte parce qu'il n'avait pas de majorité en son sein, au sein du parti majoritaire. C'est là que je dis qu'on est au cœur. Mais moi je ne suis pas dans le parti majoritaire. Je sais, mais on est au cœur. Non, mais d'accord. Voilà. Vous êtes dans la majorité gouvernementale. Oui, mais je vous réponds. Voilà. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que là, on est au cœur du problème démocratique qui se pose. C'est qu'un Premier ministre qui constate qu'il n'a pas de majorité politique, en tire une conclusion, je passe en force. Et donc vous l'avez dit, il passe en force. Mais maintenant, je vais vous dire autre chose sur le projet de loi, sur la loi, y compris améliorée. C'est qu'au départ, en 2012, le président de la République, et donc le gouvernement qui a été amené au pouvoir, le président de la République a dénoncé point par point ce qu'il appelait le programme caché de Nicolas Sarkozy sur la question du droit du travail. Point par point, je peux vous envoyer la vidéo. Point par point, ce sont les thèmes. Il disait, Nicolas Sarkozy veut autoriser les entreprises à payer les heures supplémentaires à 10%, c'est inadmissible. François Hollande. La hiérarchie des normes doit être remise en cause. François Hollande. En dénonçant le programme de Nicolas Sarkozy, point par point. Et aujourd'hui, ces points-là qu'il a dénoncés publiquement, en meeting, en s'engageant devant la nation, il fait l'inverse. Donc je vous dis que là, on est effectivement face à un problème démocratique et un problème politique majeur. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question sur la suspension à laquelle vous ne m'avez pas répondu. Je vous dis que compte tenu de cela, c'est-à-dire de ce qui s'est passé en 2012, de l'évolution et de là où on en est aujourd'hui politiquement et socialement, la proposition qui consiste à dire de suspendre me semble
je dirais, une proposition de raison. Mais j'ai peur que le Premier ministre, quand je le vois, soit quelqu'un qui soit devenu totalement déraisonnable. Voilà. Mais ça, c'est ma crainte. Mais ce que je vous dis, et je vous enverrai le lien, si j'ai votre... Vous verrez, la démonstration est faite que M. Hollande s'est engagé point par point en dénonçant le programme de Sarkozy pour ensuite, je vous le dis, reprendre exactement les mêmes points. Moi, je pense que sur ce sujet-là, entre le programme de la loi représenté par Sarkozy et de Hollande, moi, je vous invite à regarder le texte de loi tel qu'il va sortir du Sénat, et là, déjà, vous aurez un exemple. Non. Oui, parce qu'on est dans la surenchère. Moi, je On est dans la surenchère. On n'est pas dans la Non, mais surenchère. C'est qu'à un vous moment prenez la donné, disposition de ne pas répondre à ce que je vous ai dit. Mais Je vous ai posé la question de savoir si vous estimiez que la je vous ai suspension... répondu. Je vous ai dit que le texte en l'état, il me convenait, et que s'il pouvait être amélioré, et s'il n'y a pas de 49 points, je le voterai. De tout le climat social et politique Et je ne actuel. m'exonère de Bien sûr rien. que si, madame. Voilà. Bien Et sûr je que suis si. la première attristée de voir tous les débordements qui se passent. Oui, Voilà. oui. Donc, De la part je de vais qui vous dire, je ne De la m'exonère. part de qui, madame De la part de qui Je Du ne Premier pas ministre. de ce qui Non, non, s'est mais- passé, des gens qui effectivement cassent des vitrines, Oui. cassent l'hôpital, Oui, voilà. oui. Je ne dis pas qui, je ne les porte pas à ces jeunes, Oui. je ne peux Oui. pas être Et est-ce que indifférente vous à ça. pensez que Mais nous nous l'avons l'avons dénoncé dénoncé. à cela Mais vous non Nous plus, le dénonçons. la preuve que vous D'accord. le dites. Bien sûr Voilà. que si. Donc on est tous consternés par effectivement ce Moi, je suis concerné par Je suis plusieurs d'accord. choses. Voilà. Et je vous invite à lire Mais- les témoignages de certains policiers qui n'appartiennent pas à la CGT. Mais au syndicat Alliance, qui est plutôt de l'aile droite. Le syndicat Alliance, et les policiers qui appartiennent au syndicat Alliance, s'interrogent énormément sur les ordres qui sont donnés pour canaliser et pour maîtriser les entre guillemets casseurs, ce sont les casseurs des voyous et des ordures. Je le dis très tranquillement. Voilà. Eh bien, ces policiers-là, qui n'ont rien à voir avec la CGT, s'interrogent beaucoup. Voilà. Alors moi, je ne mets en accusation personne. Je dis que quelque part, il y avait l'autre jour 1000 casseurs, parce que c'est ça, 1000, hein. Ils étaient identifiés, on les voyait très bien, ils étaient tous habillés en noir, cagoulés, avec des masques, et qu'à partir de là, effectivement, et à partir Un début de manif. en début de manif. Un Et à début de et à manif. partir de là, C'est la honte. moi, ce que j'ai constaté, et je vais vous livrer une expérience, c'est qu'effectivement, on en est arrivé à des bris de glace, on en est arrivé à cet épisode consternant de l'hôpital Necker, très bien. La CGT condamne de toute sa force cela, mais moi je vais vous dire que quand j'ai voulu sortir de la manifestation, alors que ça castagnait de l'autre côté, comme c'est pas possible, parce qu'on a pris une mesure très responsable, toutes les organisations syndicales ont décidé de ne pas aller aux Invalides et de s'arrêter. Voilà. Et bien quand moi j'ai voulu sortir, le gendarme mobile ou le CRS, il m'a dit vous enlevez vos signes distinctifs, c'est-à-dire ça. Là. Fallait que je l'enlève, sinon je passais pas. Et je me suis étonné. Je me dis vraiment c'est ça aujourd'hui le maintien de l'ordre, c'est que j'enlève mon badge CGT et mon autocollant qu'il m'a arraché, non à la loi El Khomri. Je dis effectivement, je m'interroge sur la manière de mener le maintien de l'ordre dans ce pays, sur cette manifestation. Voilà. J'ai une interrogation. Et c'est pour ça que ça conduit à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le climat social et politique aujourd'hui dans ce pays est pourri. Oui. Il est pourri. Mais je suis Et monsieur le Premier ministre et le Président de la République en portent 99% de la responsabilité. Et qu'à partir de là, ce que nous demandons, la suspension, ça c'est responsable. Parce qu'aujourd'hui, il conduit ce pays dans le mur. On l'a dit la dernière fois, Mais politiquement. Mais faites en sorte de ne pas accompagner cette politique. Non, C'est ça qu'on est si on vient vous voir, vous, c'est parce que je sais N'accompagnez que pas vous, ça ça ne va, suffira pas. écoutez, même si je lui demande une audience, il ne va pas me la donner. Vous nous la donnez, on a un peu forcé la main. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut... Non, mais Je vais dire que je vous dis, moi, je crois... de quand je vous ai reçu. Mais, Je vais dire non, mais qu'on il n'y a a pas une besoin position de... de Mais il ne parti. s'agit pas d'être On est dogmatique. le parti. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il y a dans ce pays? Vous vous en rendez compte? Mais non, mais attendez, Voilà, non, c'est je tout. non, je vais vous dire, monsieur Navarro, Oui. je vis en dehors du Oui. temps, Bon, je bon, ne fais pas mes courses, Non, mais voilà. je Bon, n'ai alors pas je retire ce d'amis, que je vous j'ai ai pas dit, d'enfants, puisque je retire j'ai ce pas que de parents je retire, non, retraités, mais bien sûr. j'ai pas, non, voilà. Voilà. Donc, Mais moi non j'ai plus. pas d'amis Non, moi qui non sont plus. dans la Moi non galère, plus. Moi non plus, d'accord, je ne voilà. connais pas. Moi non Donc, plus. j'ai Donc, une est-ce chance que je vous ai attaqué extraordinaire, là-dessus? et effectivement, Je je vous ai- suis Non. sur une autre Vous planète. êtes une Voilà. femme politique, vous êtes une élue du peuple, les gens qui sont, y compris là, ont voté pour vous, et je vous le dis très clairement qu'ils portent, ce mouvement porte quelque chose, qu'il faut que vous, élus de terrain, vous compreniez, vous fassiez comprendre à ce type qui nous gouverne, qui aujourd'hui est sourd à tout. Et non seulement il est sourd, il est provocateur, et il est ignoble. Quand il se met à attaquer
comme par hasard, pourquoi une organisation syndicale, d'ailleurs la mienne, la nôtre? Il y en a 7 qui appellent à manifester. Pourquoi la CGT en particulier? C'est ignoble. Pourquoi, alors que, bon, je ne voudrais pas lui faire quelques rappels, mais la CGT, dans son histoire, elle a prouvé à quel point elle était responsable.